L'humanité possède trois grands ennemis, la fièvre, la famine et la guerre. De ces trois-là, de loin le plus terrible, c'est la fièvre. Celle des marais, la malaria encore appelée paludisme. Son responsable est un minuscule parasite véhiculé par des moustiques. Au contact des populations vivant dans les zones intertropicales, ce parasite devient une arme de destruction massive qui fait 750 millions de victimes par an. Plus de 3 millions en décèdent, en particulier les enfants. 90% de ces victimes se trouvent en Afrique, où le paludisme fait plus de morts que le sida. Maladie médiatiquement sinistrée, le paludisme concoctait jusqu'à récemment ces catastrophes humanitaires dans l'indifférence générale des nations industrialisées. Et puis, le doute s'est installé. Le réchauffement climatique allait-il faire revenir dans les contrées tempérées un tueur aveugle qui a déjà pour cible 2 milliards d'individus, soit le tiers de l'humanité? 106 pays sur 180 sont touchés par le fléau. Depuis quelques années, sous la pression de divers organismes internationaux, l'industrie pharmaceutique commence à réagir et les centres de recherche amplifient leur action. C'est le cas de l'IRD, près de Montpellier, dans le sud de la France. Ici, plus qu'ailleurs, le paludisme a frappé jusqu'au milieu du XXe siècle. C'était une zone marécageuse d'où les larves de moustiques ont été éradiquées grâce aux insecticides. On a tort d'avoir oublié le paludisme en Europe parce que c'était une maladie qui était endémique de la Scandinavie jusqu'au sud de l'Europe. Et en particulier en France, en Allemagne, la vallée du Rhin, la Camargue, autour de Paris, etc. Donc on a un petit peu oublié ce qu'était le paludisme, considérant que maintenant c'est une maladie tropicale, alors qu'elle a tué également sous nos latitudes. Et elle revient. Il y a un demi-siècle, l'Organisation mondiale de la santé avait cru avoir gagné la bataille contre le paludisme. Malheureusement, ce fut un échec. La maladie touche à nouveau de vastes régions d'où elle avait complètement disparu. Pourquoi est-ce que le paludisme revient actuellement en Europe? Bien sûr, on n'atteint pas les niveaux épidémiques ou d'endémiques que l'on a en Afrique. Alors on peut émettre plusieurs hypothèses pour cette augmentation du paludisme sur l'est de l'Europe. C'est une conjonction de différents facteurs, des facteurs humains, changement des comportements humains, des facteurs environnementaux, modification de l'environnement, et bien sûr des facteurs climatiques, réchauffement climatique, modification du régime des pluies. Dans certains pays, c'est un facteur, par exemple environnemental, qui est plus important. Dans d'autres pays, c'est plus lié au comportement humain. C'est le cas de la Turquie qui mobilise sur ce problème les laboratoires de biologie de l'université d'Ankara. Le paludisme est une maladie très importante dans le monde. Mais en Turquie, c'est la plus sérieuse. Il y a eu jusqu'à 150 000 cas annuels. Depuis quelques années, un programme très efficace de santé publique a fait baisser progressivement ce chiffre. Pour se développer, le parasite du paludisme a besoin de l'homme et du moustique. Sans cela, la maladie n'existe pas. Cette interaction est observée de très près en Anatolie, région qui présente toutes les conditions pour que le paludisme s'y propage à nouveau. Nous sommes ici dans la partie la plus sensible d'un triangle infernal. Il y a des hommes, des moustiques et de l'eau pour qu'ils se reproduisent. De nombreux saisonniers viennent du sud-est de l'Anatolie, une région où sévit le paludisme, pour venir travailler dans ces rizières. Ce qui fait que quand nos moustiques les piquent, ils attrapent la maladie. Alors, un jour, il y aura une épidémie galopante. Un humain infecté, venant d'une zone impaludée, peut contaminer un moustique sain. Mais seuls certains moustiques sont capables d'héberger le parasite du paludisme. C'est pourquoi il est indispensable d'identifier les espèces de moustiques qui se reproduisent dans le reste du pays.
C'est vrai qu'il subsiste du paludisme. La Turquie est le seul pays des zones tempérées à connaître cette situation. Mais la menace est minime pour les touristes. Ils ne vont jamais dans les endroits où le paludisme fait encore des victimes. Les touristes et les hommes d'affaires voyagent de plus en plus à travers le monde. Les laboratoires pharmaceutiques ont mis à leur disposition des médicaments antipaludéens plus ou moins efficaces. Malgré cela, chaque année, près de 20 000 personnes reviennent en Europe avec le paludisme. Le manque d'informations fait que plus d'une centaine d'entre elles vont décéder de la maladie. Et pourtant, le paludisme n'est pas une affection nouvelle, comme la grippe aviaire ou la maladie de la vache folle. La fièvre mortelle est connue depuis la plus haute antiquité. Le paludisme a éradiqué des armées entières, emportant au passage quelques personnages historiques comme Alexandre le Grand. Dès le IIe siècle avant notre ère, les Chinois trouvent le moyen de soigner le mal avec des plantes endémiques. Plus tard, les sorciers incas découvrent la parade absolue, l'écorce d'arbres de quinquina. Volée aux Indiens, cette découverte permettra aux conquistadors espagnols de s'emparer d'une partie du Nouveau Monde. Les missionnaires jésuites comprennent tout l'intérêt de cette pharmacopée et la font parvenir en Europe, où le paludisme sévit cruellement. C'est même la principale cause de mortalité des ouvriers qui construisent le royal château dans les marais de Versailles. En Afrique, on l'appelle la maladie de l'homme blanc. En moyenne, ces derniers n'y survivent que 45 jours. Dans les conflits du sud-est asiatique, le paludisme fait des dégâts considérables parmi les troupes américaines. Pour venir à bout de l'ennemi, l'US Army décide alors de faire le plus grand criblage de médicaments jamais réalisé. Le paludisme n'avait plus qu'à bien se tenir. Malheureusement, les traitements qui ont découlé de cette recherche n'ont guère servi dans les pays du Sud. Les laboratoires pharmaceutiques ont depuis investi sur des maladies plus rentables. Alors, en Afrique, on a appris à se débrouiller avec le paludisme. Les enfants en sont les premières victimes. Tout commence pourtant comme un simple état grippal. Le coma peut survenir en 3 jours. Ensuite, le pronostic vital dépend de la rapidité d'accès aux soins compétents. Est-ce qu'il a vomi? Tu as vomi au fond de la... Il a vomi combien de fois? Il a vomi 2 fois. Bien, Issou, on va voir un peu comment ça se passe chez toi. Tu n'es plus dynamique comme avant, tu es un peu terrassé, tu ne joues plus. Nous avons constaté qu'il y a une tachycardie. La température est actuellement à 38,6, 38,7. Donc nous allons l'envoyer au laboratoire pour faire une goutte épaisse. Donc il y a beaucoup de chances que ce soit un paludisme. Il arrive quelquefois, dans certaines régions reculées, qu'un petit laboratoire permette de déterminer si le parasite est dans le sang. Ma femme a fait 10 maternités, pratiquement, je n'ai que 5 enfants. Et pratiquement, d'après les analyses, tous mes enfants étaient paludéens. Le premier qui est décédé tout juste après le baptême, le second avant le baptême. Le troisième a fait quelques années, il piquait des crises presque épileptiques. Et les 2 derniers également sont décédés. Sur 10 enfants, j'ai perdu 5. Les femmes enceintes sont aussi des cibles privilégiées par la maladie. Elles viennent souvent trop tardivement en consultation. Ici, les travaux des champs sont prioritaires et ne laissent guère de temps pour s'occuper de la santé. Elle a un peu mal au ventre. On va apprécier le bruit du cœur fœtal. Quand la femme est à sa première grossesse, donc c'est comme si c'était un terrain vierge. Il n'y a pas d'anticorps ni rien. Donc les parasites ont tout le temps d'avoir leur niche écologique parce que le placenta il est considéré comme la niche écologique des parasites.
Donc il y a l'adhésion des parasites au niveau de ce placenta, ce qui fait toute la gravité du paludisme chez cette femme enceinte. Le nouveau-né également, il y a toutes ces conséquences qui peuvent se répercuter. Et on peut avoir de l'anémie, un petit poids de naissance, un enfant qui pèse 2000 grammes par exemple, il n'a pas la chance vraiment de survivre correctement comme un enfant de plus de 2 kilos. Donc il y a tout ça, il y a l'anémie, il y a une hypoglycémie, il y a une mortalité élevée. Le principal vecteur de paludisme en Afrique se développe dans des petites collections d'eau, la plupart du temps creusées autour des villages. La plupart des maisons dans les villages sont construites en briques. Pour fabriquer ces briques de terre, on creuse des fosses d'emprunt de terre autour des villages. On construit les maisons. Les fosses, les petites mares restent autour des villages. Les moustiques viennent pondre dans ces mares. Et lorsque le moustique a besoin de prendre son repas de sang, il a juste à faire 50 mètres. Il atteint les maisons. L'homme creuse sa propre tombe, puisqu'il fournit le gîte, l'habitat du moustique et le repas du moustique en même temps. Des études ont démontré qu'il y avait un risque élevé à vivre à proximité d'une eau calme et limpide. Les moustiques porteurs du paludisme n'aiment pas la pollution. Une bonne nouvelle pour les pays du Nord. Pour tenter de vaincre le paludisme, les laboratoires occidentaux se trouvent actuellement confrontés à un problème d'envergure. En quelques décennies, parasites et moustiques ont trouvé toutes les parades imaginables pour s'adapter aux moyens de lutte mis sur le marché par la recherche moderne. Je dirais qu'aujourd'hui, on dispose de moins de moyens pour contrôler le paludisme qu'on n'en a jamais eu. Il y a eu un moment béni qui a été issu de la chimie organique, avec l'avènement des insecticides organochlorés comme le DDT, et avec un antimalarique de synthèse, la chloroquine ou l'ivaquine, qui traitait tous les cas de paludisme de façon absolue. L'utilisation large de ces deux produits a conduit principalement à induire de la résistance chez le moustique contre le DDT. On a des médicaments qu'on a presque tous épuisés les uns après les autres, et il nous reste finalement les deux qui ont été inventés par les sorciers, les uns d'Amérique du Sud, les autres de Chine, c'est-à-dire la quinine naturelle et l'artémisine dérivée d'une plante chinoise. Depuis, la recherche piétine et part dans toutes les directions. Il est vrai que l'adversaire n'est pas facile à combattre. Le parasite change 7 fois de forme en se propageant du moustique à l'homme. Lorsqu'un moustique femelle infecté pique un être humain, ses glandes salivaires lui transmettent les parasites. C'est involontaire. Le but premier de l'insecte est de pomper du sang pour nourrir ses œufs. Une fois dans l'organisme humain, ces parasites se réfugient dans le foie en moins de 20 minutes. Ils évitent ainsi une rencontre avec le système immunitaire qui profiterait de leur petit nombre pour les éliminer. Chaque parasite pénètre alors à l'intérieur d'une cellule hépatique. Là, il se divise activement pour donner naissance en quelques jours à des dizaines de milliers de nouveaux parasites. La cellule du foie éclate et libère ces derniers dans le sang. À ce stade, ces parasites utilisent un camouflage pour brouiller une nouvelle fois les mécanismes de défense. L'invasion des globules rouges peut commencer. Le parasite s'y transforme encore et par division cellulaire en produit des dizaines d'autres, faisant ainsi exploser chaque globule rouge pour aller contaminer ceux qui se trouvent à proximité. C'est la période où la personne infectée est au plus mal. Au cours de chaque cycle, des parasites sexués, mâles et femelles, se forment et envahissent les vaisseaux sanguins du malade. Lorsqu'un autre moustique non infecté vient faire son repas de sang, il ingère ces parasites sexués qui vont pouvoir se rencontrer dans son tube digestif. Leur fécondation engendre un œuf qui se développe et finit par migrer à travers les parois du tube digestif. Des petits parasites vont naître et rejoindre les glandes salivaires du moustique. La boucle est bouclée. À son prochain repas de sang, ce moustique contaminera un nouvel être humain. Dans le monde entier ont été décrits environ 3500 espèces différentes de moustiques. Ces 3500 espèces de moustiques comprennent des vecteurs de différentes maladies
Et le paludisme, le parasite du paludisme, qui est un plasmodium, est transmis par des moustiques qu'on appelle des anophèles. Il y en a seulement une soixantaine qui sont capables de transmettre les parasites du paludisme et les plasmodiums. Parmi ces 60 espèces, il y en a une quinzaine qui sont présentes en Afrique. Ce que nous cherchons à voir, c'est premièrement étudier leur biologie afin de mieux comprendre où ils se trouvent, comment ils piquent, pourquoi ils piquent, et ayant ces connaissances de base, de développer ou d'améliorer les stratégies de lutte sur le terrain. Ces stratégies sont étudiées dans plusieurs pays d'Afrique, en particulier au Cameroun. C'est une particularité du Cameroun. En zone de forêt, on a énormément d'espèces de moustiques qui peuvent transmettre le paludisme. Et toutes ces espèces ont des biologies totalement différentes. Donc on ne peut pas se permettre de penser qu'on lutte contre un seul ennemi. Le premier ennemi, c'est le moustique tueur. Encore faut-il pouvoir l'identifier. C'est pourquoi les équipes de l'IRD viennent dans les maisons pour récolter les différentes espèces qui cohabitent avec l'homme. Le Cameroun est un immense pays qui va du Sahel désertique jusqu'au cœur de la forêt équatoriale. Les populations de moustiques y sont aussi variées que les populations humaines. Elles ont évolué ensemble depuis l'invention de l'agriculture. Ici, c'est l'anophèle gambier qui règne en maître. Ce moustique est le vecteur principal de la forme parasitaire la plus dangereuse pour l'homme. C'est un des aspects de la recherche que de comprendre pourquoi ces espèces préfèrent piquer l'être humain plutôt que l'animal. Les études de caractérisation du moustique vont nous permettre d'identifier réellement quelles sont les espèces qui sont importantes en termes de transmission afin de bien identifier les cibles des actions de lutte. Toutes ces espèces ont des comportements différents, elles ne vont pas se reproduire dans les mêmes gîtes larvaires par exemple. Certaines espèces vont avoir tendance à piquer plutôt à l'intérieur, d'autres plutôt à l'extérieur. Le même moyen de lutte ne va pas être efficace de la même manière contre les différentes espèces. Tout ici concourt au développement des anophèles, les moustiques à haut risque. C'est vraiment exceptionnel parce que nous avons ici environ 5 espèces vectrices qui sont au bord du cours d'eau et qui sont présentes pratiquement toute l'année. Nous avons Anopheles gambier qui se développe principalement pendant les saisons de pluie lorsqu'il y a des mares autour des routes dans le village. Donc c'est une zone vraiment qui connaît une très forte endémicité du paludisme. Un habitant reçoit en moyenne une piqûre infectante tous les jours, ce qui fait en sorte que la zone est fortement impaludée. Il y a des centaines de cas de paludisme au cours de l'année dans cette région. Certaines espèces de moustiques vivent près d'un mois. Cela les rend dangereuses. En effet, si une femelle fécondée pique un homme contaminé, 12 jours plus tard, elle peut transmettre la maladie. Comme, entre chaque ponte, elle se gorge de sang pour nourrir ses œufs, elle infecte jusqu'à sa mort de nouveaux êtres humains. Pendant ce temps, au fil de l'eau, les œufs se transforment en larves, puis en nymphes et enfin en armes qui ne demandent qu'à se charger de parasites mortels. Seuls les anophèles gambiers peuvent être élevés dans un insectarium. Les autres espèces meurent dès qu'elles ne sont plus dans la nature. À Yaoundé, les larves et les nymphes de ces moustiques sont mises en culture. Une fois adultes, elles seront envoyées à Londres, dans l'un des plus importants laboratoires européens de biologie moléculaire. Le récent séquençage du génome de ce moustique et celui encore plus récent du génome du parasite a ouvert de nouvelles perspectives dans la lutte contre le paludisme, comme tenter de bloquer la transmission de l'infection entre le moustique et l'homme. La plateforme technologique de Londres permet de développer des modèles expérimentaux ayant pour but de rendre les moustiques réfractaires aux parasites. So in
Dans notre laboratoire, nous cherchons à comprendre l'interaction entre le moustique et le parasite du paludisme. Nous sommes intéressés par ce qui se passe à l'intérieur du moustique. Nous étudions donc son système immunitaire et puis nous le modifions pour voir s'il tue le parasite. Nous devons identifier les gènes du moustique qui pourraient avoir un effet sur le parasite dans les conditions normales de la transmission du paludisme. Une fois identifiés avec des puces ADN, nous pouvons désactiver ces gènes et voir alors ce qui se passe chez le moustique. Ce qui n'est pas une mince affaire. 14 000 gènes ont déjà été identifiés. Pour corser la difficulté, les expériences de laboratoire pour tester la résistance des moustiques ne se font pas avec du parasite humain, difficile à conserver, mais avec du parasite de souris. Donc, nous collaborons avec une unité de l'IRD à Montpellier qui possède une antenne au Cameroun. Nous essayons de transférer les technologies et les connaissances que nous avons acquises et développées dans ce laboratoire pour l'appliquer sur le terrain. Pour étudier le développement du parasite humain dans le moustique, les équipes camerounaises doivent commencer par infecter leurs moustiques de laboratoire avec du sang contaminé. Pour trouver du sang contaminé, il suffit alors de le chercher là où il est, dans les écoles du sud du pays. Dans ces zones de transmission permanente, les enfants peuvent recevoir jusqu'à 1000 piqûres infectantes par année. Ce qui fait qu'ici, à Mfou, lorsqu'un enfant n'est pas mort du paludisme, il a de fortes chances d'être porteur des formes sexuées du parasite, les gamétocytes. C'est bon, bravo, tu prends pas ton brosse. Ce sont ces gamétocytes, les agents infectieux de la maladie pour les moustiques, que recherchent les médecins. Des petits prélèvements sanguins, appelés gouttes épaisses, permettront de vérifier si le parasite n'a pas été éliminé par un début d'immunité chez l'enfant. L'analyse de ces gouttes épaisses est réalisée dans le laboratoire de l'Institut de la recherche pour le développement. Il faut des techniciens très expérimentés pour découvrir les gamétocytes dans le sang et déterminer la charge parasitaire de chaque enfant. Les enfants les moins infectés sont traités directement à l'hôpital. Pour les plus sévèrement touchés, en dehors de leur apporter les soins nécessaires, les médecins de l'IRD vont procéder sur eux à une prise de sang. Ce sang, traité avec du plasma européen non immunisé, va servir à infecter des anophèles. Un ingénieux système dans lequel coule de l'eau à 37 degrés permet de maintenir le sang humain au goût des femelles. Ces dernières s'en nourrissent au travers de membranes artificielles. Pour certaines, ce sera leur dernier repas. 7 jours plus tard, ces anophèles vont se retrouver sous les microscopes des biologistes. Une intervention extrêmement délicate est alors réalisée. Ce sont des moustiques qui viennent d'être infectés par le parasite et je dissèque les estomacs pour analyser les gènes qui répondent à l'infection. L'idée, c'est de comprendre les mécanismes de défense du moustique contre le parasite pour éventuellement aider ce moustique à se défendre. Et donc, si le moustique n'est plus infecté par le parasite, il n'infecterait plus les hommes. Un second lot de femelles infectées est anesthésié par hypothermie. Il va recevoir une dose d'ARN qui va modifier l'activité des gènes protecteurs du parasite humain. À terme, entre autres voies de recherche génétique, l'idée serait de fabriquer un moustique transgénique définitivement fréquentable. Pourra-t-il un jour remplacer toutes les espèces dangereuses?
Le développement de moustiques génétiquement modifiés, incapables de transmettre les parasites, pour le moment relève du domaine de la recherche fondamentale. On est extrêmement loin de l'application sur le terrain. Et heureusement, il n'en reste pas moins que ces moustiques transgéniques sont un merveilleux outil de laboratoire pour arriver à comprendre comment un moustique est capable de résister à un parasite. À l'Institut Pasteur de Paris, les chercheurs travaillent sur la deuxième grande voie de recherche, les vaccins. Mais le vaccin contre le paludisme ne semble pas avoir plus de chances d'aboutir rapidement que celui contre le sida. Le parasite est 500 fois plus complexe que le virus. C'est-à-dire qu'il y a environ 5000 protéines dans un plasmodium, environ 10 protéines dans un virus. Si on prend comme hypothèse optimiste qu'il faut 10 ans pour faire un vaccin contre le virus du sida, en appliquant la même stratégie, il faudrait 5000 ans pour faire un vaccin contre le paludisme. Comme les paludologues sont environ 1000 fois moins nombreux que les sidologues, il faudrait en fait 5 millions de nés, et en 10 ans, on n'a pas fait un vaccin contre le sida. Il faut dire que la recherche vaccinale se heurte à un obstacle de taille, la difficulté de travailler sur des modèles expérimentaux humains. Donc, les chercheurs des pays du Nord utilisent des souris de laboratoire pour tester leurs prototypes vaccinaux. Il existe bien un paludisme du chimpanzé, qui ressemble au paludisme humain. Mais les scientifiques s'interdisent de travailler sur ces modèles, beaucoup plus précieux que de simples rongeurs. Quand on regarde les caractéristiques de l'infection plasmodiale chez les rongeurs chez lesquels on développe des vaccins et celles qui sont chez l'homme, les caractéristiques de l'infection et de la résistance sont exactement opposées. À savoir que chez l'animal, on a des parasitémies aiguës qui montent très rapidement et qui vont donner généralement une mortalité totale. Chez l'homme, on a une infection qui est chronique. Le taux de mortalité est fort, 3 millions. Il est faible par rapport au nombre de porteurs. En fait, 99%, heureusement, des humains survivent. Le taux de mortalité est à l'opposé de ce qu'il est chez l'animal. Après une infection chez l'animal qui serait traitée pour éviter qu'il décède, l'animal devient réfractaire à toute réinfection. Il a acquis une protection totale. L'homme va faire 10, 20, 30, 40, 50 infections avant d'acquérir cette protection. Donc prétendre, avec un schéma aussi différent, développer dans ces modèles des moyens efficaces de lutter dans cette situation-là, est à mon avis une aberration. Malgré cela, la recherche travaille sur deux groupes de vaccins. Ceux destinés aux populations du Nord, pour éviter qu'elles ne contractent la maladie, et ceux destinés aux populations du Sud, qui vivent déjà avec la maladie. À l'Institut Pasteur, l'équipe de Pierre Druil a développé un vaccin du deuxième groupe qui attend toujours l'autorisation d'être testé en situation. À la différence du sida, les gens qui sont exposés au paludisme acquièrent une protection. Donc ce qu'on a fait au niveau recherche vaccinale, c'est d'étudier des situations cliniques discriminantes dans lesquelles on a des groupes de sujets qui sont protégés, d'autres qui ne sont pas protégés, et de regarder ce qui fait la différence, c'est-à-dire de faire une recherche qui n'est focalisée que sur le composant protecteur. Par quels moyens se protège l'homme quand il se protège? On a fait, par exemple, un transfert passif d'immunoglobulines, c'est-à-dire des anticorps de sujets adultes africains qui a acquis une protection, chez des enfants thaïlandais qui n'étaient pas protégés, et on a trouvé un mécanisme de défense. Ces anticorps-là ont été transférés chez des enfants qui étaient malades, qui étaient hospitalisés. Ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, ils agissaient contre le parasite et ces enfants ont été guéris. Et là, on avait la certitude qu'il y avait quelque chose dans le sérum. Donc ces anticorps-là avaient une action antiparasitaire. Donc on prétend que notre approche a une valeur dans la mesure où elle nous a permis de trouver des choses qu'aucun modèle expérimental n'avait pu trouver. Pour mettre en application les modèles de laboratoire, il faut travailler en partenariat avec les structures des pays du Sud. En Afrique, elles sont souvent beaucoup plus avancées qu'on ne l'imagine. Situé à 2 pas de l'équateur, sur le principal fleuve gabonais, le mythique hôpital Albert Schweitzer est devenu le poste avancé de la recherche appliquée. Une fondation a été créée et de nombreuses subventions, tant européennes qu'américaines,
en ont fait un pôle d'excellence. La recherche occidentale est souvent coupée de la réalité. Ici, à Lambaréné, les scientifiques sont en contact direct avec les malades. Le centre de recherche et l'hôpital ne font qu'un. Nos spécificités ici à Lambaréné, dans l'hôpital Albert Schweitzer, sont en priorité la thérapie et la prophylaxie. Nous faisons aussi des recherches et des essais de vaccins antipaludéens. Les équipes locales, d'origine panafricaine, travaillent de concert avec l'université allemande de Tübingen. Le microbe responsable du paludisme, on sait qu'il a une grande variabilité, qu'il est très difficile de connaître complètement les caractéristiques et donc d'isoler une partie qui pourrait produire un vaccin efficace. Donc si on reste sur ces convictions scientifiques, purement scientifiques, on a des raisons d'être pessimiste. Mais bon, il y a des avancées qui ont été faites et donc des parties du parasite qui ont été identifiées et qui sont capables d'être utilisées comme source de vaccination. Nous travaillons sur un vaccin appelé RTSS. C'est un vaccin qui est en développement sur le terrain. C'est-à-dire que les premiers effets du vaccin et son innocuité sont à l'étude. Mais il faudra attendre la fin des essais définitifs, qui démarrent au milieu de l'année prochaine et qui vont durer 2 ans, pour avoir une idée de son efficacité. Il semble actuellement que ce vaccin, le RTSS, n'aura qu'un effet de 30% sur une période assez courte. Il y a d'autres vaccins contre le paludisme en cours de développement. Depuis une quinzaine d'années, des effets d'annonce laissent croire que ces vaccins seront bientôt prêts, mais les dates sont toujours repoussées. En attendant, il semble que le vaccin RTSS soit, sinon le plus prometteur, du moins le mieux financé. Tu respires fort un peu comme ça. Tu sais faire comme ça? Une grande partie de ce programme est prise en charge par la fondation de Bill et Melinda Gates. Nous sommes ici pour rendre compte de ce qui se passe au centre de recherche clinique de l'hôpital Albert Schweitzer avec le vaccin RTSS. Nous sommes dans les phases opérationnelles de ce candidat vaccin. C'est une première, c'est très excitant et cela grâce à la Fondation. Nous espérons que ce sera une réussite et que nous pourrons donner un vaccin aux enfants africains. Enfin, c'est ce que nous espérons. Il est très important de garder le lien avec les patients et la réalité. Plus on monte dans la hiérarchie, je suis moi-même professeur, et plus on passe de temps au téléphone et devant son ordinateur. C'est à ce stade qu'il devient indispensable de retourner auprès des malades, de reprendre contact avec le terrain et de vivre le paludisme au quotidien, ne serait-ce que quelques heures par semaine. Nous sommes venus dans ce village pour faire un post-examen dans le cadre d'une étude de chimiothérapie contre le paludisme. C'est un grand programme qui concerne 1200 enfants et nous examinons ceux qui ont reçu un placebo par rapport à ceux à qui nous avons administré une vraie thérapie. Les résultats montrent une excellente efficacité sur l'anémie qui fragilise les enfants malades du paludisme. Il faut dire que la recherche en Afrique est une recherche
appliquée. Et cette recherche appliquée permet vraiment d'avoir des résultats sur le champ et sur place. Et c'est ça qui fait l'optimisme de nous, chercheurs africains. Les recherches du Nord avancent, mais bien trop lentement au regard des dégâts occasionnés par la maladie dans les pays en voie de développement. Le paludisme n'est pas seulement une conséquence de la pauvreté, c'est également une cause de cette pauvreté. Alors, en attendant un vaccin, l'Afrique met l'accent sur l'information et la prévention des populations à risque. C'est la troisième stratégie de lutte. Le virus dans le ventre de sa mère, en passant par le cordon ombilical. C'est souvent la première visite quand les femmes n'ont pas encore reçu de traitement qu'on voit des cas positifs. Par exemple, celle-là. C'est sa première visite, consultation aujourd'hui. La goutte épaisse est positive. On va la traiter. Liogu, Liliana. Bien, tu prends les 3 comprimés là. D'abord. Depuis qu'on a procédé à la prophylaxie avec le fansidar, il y a de moins en moins de cas de paludisme avec les femmes enceintes. Par rapport aux années précédentes, ça a diminué. La meilleure des protections serait d'éradiquer les moustiques. Hélas, l'apparition de résistance aux insecticides et les principes de précaution du Nord ont privé le Sud d'une arme efficace, le DDT. Les chercheurs travaillent actuellement sur des produits susceptibles d'être aussi performants. Des combinaisons d'insecticides sont testées sur les moustiques pour évaluer leur mécanisme de résistance. Cela afin de maintenir l'efficacité des seuls outils de protection à disposition, les moustiquaires imprégnés. Il faut savoir qu'il n'y a aucun insecticide qui est développé spécifiquement pour la santé publique. Les insecticides qui sont utilisés pour les aspersions intradomiciliaires ou l'imprégnation de moustiquaires, par exemple, sont tous détournés en quelque sorte de l'agriculture. Les seuls insecticides qu'on utilise en imprégnation de moustiquaires sont des pyrétrinoïdes, relativement peu toxiques pour l'homme, ont un effet qu'on appelle knockdown, c'est-à-dire qu'ils sont foudroyants pour le moustique avant qu'il ne puisse piquer l'homme. Regarde sur les étagères dans ma boutique là-bas, il y a le couteau. Depuis que on a distribué les moustiquaires, il n'y a plus le palu. Parce que les enfants sont protégés sous la moustiquaire. La moustiquaire a été distribuée récemment par le ministère de la Santé. Une moustiquaire imprégnée. Je forme ma moustiquaire, je dors paisiblement avec mon bébé. Il y a une vraie question scientifique, épidémiologique et presque éthique qui se pose quant à l'utilisation de ces moustiquaires. Dans les zones où la transmission est très forte, l'utilisation de moustiquaires imprégnés va faire diminuer la transmission. Mais en diminuant la transmission, on diminue par le même coup l'acquisition de l'immunité. En effet, en évitant les piqûres infectantes, le jeune enfant risque de développer une immunité plus faible. Il se pourrait qu'il soit fragilisé parvenu à l'âge adulte. Mais cela n'est pas prouvé. Et dans le doute, il vaut mieux le sauver, pendant qu'il en est encore temps. Le gouvernement a donné beaucoup de moustiquaires pour dire que le palu, le sida qu'on parle, il tue. Mais le palu tue tous les jours. Les mamans, oyez! Oyez! Voilà, nous montre ici le moustique. Il est tout petit, mais le moustique nous tue tous les jours. Il tue nos enfants, il tue aussi les adultes. Maman est piquée par le moustique. Maman est malade. Dans une maison, je pense le roi de la maison ou la reine de la maison, c'est toujours maman. Parce que c'est maman qui soutient la maison. Si maman tombe malade, il y a encore la vie là. Il y a la joie. Même si papa est là, c'est maman qui commande dans son bureau. Les mamans, oyez! Oyez! Qui peut faire la lecture là? Pour pouvoir tuer le moustique, nous devons connaître des habitudes. Au jour d'aujourd'hui, nous connaissons maintenant où vivent les moustiques. Les moustiques vivent dans les flaques d'eau.
l'herbe humide qui est autour de nos maisons. Hein? Ce n'est pas le même moustique. Hein? Il y a beaucoup, des milliers. Chacun va être piqué par son moustique. La petite sœur va mourir de la fièvre du paludisme. Effectivement, ce n'est pas le commentaire, ce n'est pas le mensonge. Une petite négligence, la personne va se trouver au cimetière. La maman, oyez! On continue. La petite sœur va mourir, elle est déjà enterrée. Les mamans, oyez! Voilà, on voit ici. Cet enfant ne dormait pas sous moustiquaire, mais la maman a amélioré ses idées. Elle a compris, elle a été sensibilisée, ça lui a touché. Elle est partie améliorer la situation de son enfant. C'est comme ça que nous devons faire. Mais dommage, on a l'impression qu'on parle vraiment tous les jours dans le vide. L'information systématique des populations est un premier pas. Mais c'est au Mali, un des pays les plus pauvres du monde, que le paludisme semble mieux pris en charge. Il y a ce que j'appelle la bonne pratique médicale individuelle qui nécessite un cheminement universitaire classique que j'enseigne et la bonne pratique de santé publique. La santé publique vise toute une population qui meurt de la maladie. Sous l'égide du professeur Ogobara Dumbo, personnalité éminemment reconnue par la communauté scientifique internationale, l'université de Bamako s'est dotée d'un centre de paludologie extrêmement performant. Une trentaine de chercheurs maliens formés à Bamako, ayant obtenu à l'étranger des compétences de très haut niveau, sont revenus au Mali pour participer à l'effort national de lutte contre le paludisme. Le parasite, il a une particularité, c'est-à-dire l'espèce qui tue, qui est l'espèce prévalente au Mali à plus de 90%, que nous appelons Plasmodium falciparum. Il atteint le cerveau assez rapidement. C'est-à-dire après un certain temps de multiplication dans le sang, il s'est donné comme particularité d'infecter nos organes nobles. Et vous comprenez pourquoi que le développement de ce parasite dans le cerveau de l'enfant crée des lésions indélébiles et qui peuvent entraîner le coma et la mort. Et ce sont ces exclus sociaux sur le plan de la créativité intellectuelle qui constituent un fardeau qu'on n'avait pas évalué en Afrique, qui vraiment motivent notre engagement dans d'autres domaines de la recherche. Le paludisme a certainement aggravé le fossé existant entre le nord et le sud. Alors, au Mali, le professeur Dumbo applique un programme de lutte au quotidien empreint d'une sagesse tout africaine. Un enfant qui a atteint l'âge de 5 ans et qui n'est pas mort de palu ou qui n'a pas gardé les séquelles a un état de prémunition qui lui permet de négocier une paix armée avec le plasmodium. En fait, c'est un état de paix armée. Il dit, je te connais, tu me connais, chacun de nous a besoin de l'un et l'autre, donc on ne se fait pas du mal. Donc tant que ça fonctionne comme ça, il va vers l'âge adulte et il peut continuer à vivre et sans faire la maladie. Donc c'est une négociation permanente. Cette négociation permanente doit aussi s'adapter aux conditions climatiques. Dans les pays équatoriaux humides, le paludisme est présent toute l'année. Les enfants sont affectés plusieurs fois par jour. Ils développent très jeunes leur immunité. Dans le sud du Mali, près du fleuve Niger, la transmission dure environ 6 mois. Les enfants sont moins prémunis et développent des formes graves jusque vers 10 ans. Dans le nord, en zone sahélienne, la période est très courte. Les enfants ne développent pas d'immunité. Arrivés à l'âge adulte, ils meurent encore de la maladie. Cette complexité est encore aggravée par le mode de vie. Il faut que les conditions économiques dans lesquelles ces populations habitent s'améliorent. Et il faut que le type d'habitat s'améliore. Et donc, c'est un ensemble, pas seulement scientifique, pas seulement sanitaire. C'est un ensemble qui comporte l'environnement, qui comporte le développement, qui comporte les changements de mentalité, qui va contribuer à faire sérieusement reculer le paludisme. Ce village, proche de Sikasso dans le sud du Mali, est peut-être celui dans lequel le paludisme a le plus frappé. Il sert actuellement de village test. C'est ici que le professeur Djimbe
l'adjoint d'Ogobara Dumbo a supervisé les essais d'un médicament dont on a beaucoup parlé, l'Azac. Ce n'est pas un remède miracle, mais une association complexe de 2 anciens médicaments qui, pris séparément, avaient perdu une partie de leur efficacité. Les firmes pharmaceutiques ayant abandonné leurs brevets, cela permet de soigner des formes simples du paludisme pour moins d'$1 par personne. C'est peu, mais cela reste beaucoup dans certains États africains. Depuis 2001, nous avons mené des études pour évaluer l'efficacité des médicaments que l'on utilise contre le paludisme. Et ces résultats ont été utilisés et ont servi à démontrer la baisse de l'efficacité des monothérapies et a fait en sorte que notre pays décide d'embrasser la politique des combinaisons thérapeutiques. Ces études ont démontré non seulement l'efficacité, mais l'innocuité de ces combinaisons thérapeutiques. Et chaque année, en fin de saison, nous organisons une réunion de restitution des résultats des travaux de recherche à la communauté. Je suis très fier d'être village de test pour cette innovation. C'est notre souhait d'ailleurs, qu'il soit toujours à côté de nous et nous assister pour qu'ensemble nous puissions combattre cette maladie. En Afrique, la recherche appliquée confiée au bon sens commence à donner des résultats visibles. Ce n'est pas en essayant d'améliorer la bougie qu'on a inventé l'électricité. Alors, au Mali, les chercheurs misent sur tous les moyens de lutte contre la maladie. Les traitements préventifs intermittents, la prise en charge précoce à base de combinaisons thérapeutiques et la mise à disposition de moustiquaires imprégnés. L'équipe du professeur Dumbo teste aussi un vaccin qui est déjà en phase d'essai clinique. Les mères et les enfants sont vaccinés dans certains des centres de santé, puis suivis pendant plus d'1 année. Bien sûr, les moyens financiers viennent des pays occidentaux, mais les compétences sont bien locales. C'est un vaccin dirigé contre la phase érythrocytaire, quand le parasite atteint le sang. Alors que l'autre vaccin qu'ils sont en train de développer en collaboration avec l'armée américaine a pour objectif de prévenir le palu avant que le parasite ne soit dans le sang. Donc, c'est-à-dire au niveau du foie. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore le palu. Alors que le vaccin testé au Mali est destiné aux populations déjà touchées par la maladie. Toute la difficulté consiste à faire comprendre aux villageois que leur sang ne sera pas vendu. Certains laboratoires ont déjà fait bien pire. Eux sont de la communauté. Donc, on leur explique d'abord très bien l'objectif de l'étude, etc. Et eux, ils servent de pont entre nous et la communauté. Donc, ces gens connaissent la maison de chacun et donc ils vont se déplacer maison à maison pour des enfants qui ne viennent pas, les appeler, les faire revenir au centre. Donc, c'est très important d'impliquer la communauté elle-même quand vous partez mener des activités d'essais cliniques dans des milieux de ce genre. Ma collaboration avec les tradipraticiens vient du fait que je suis d'un village, je suis un fils de tradipraticien, donc je connais leur poids social. Ce sont les premiers contacts avec les malades. Nous ne pouvons pas oublier ça. Et ce sont les gens qui ont cette force dans cette population que le médecin comme moi n'a pas. Alors nous sommes dit, en travaillant avec eux, nous pouvons améliorer la prise en charge des malades qu'on les confie. Les tradipraticiens maintenant nous amènent dans les 6 premières heures des manifestations cliniques l'enfant et nous pouvons maintenant poser un diagnostic assez rapide et une prise en charge correcte. C'est ça, ne veut qu'on fasse ni c'est ça ni à une allée c'est ça comme mani. À notre coup dim tigitana c'est ça. Dim tigitana ben c'est ça qu'à radio que m'a dim féminin qu'à fond. Bon, quand l'enfant vient, lui-même il voit qu'il peut pas traiter, il envoie au centre. S'il peut traiter, il va traiter. Et il dit que depuis qu'il a commencé, il n'y a aucun enfant qui est mort chez lui ici. Par exemple, ce village de 8000 habitants
où environ 140 à 160 décès annuellement de paludisme est attendu, avec notre présence, nous enregistrons 1 à 2 par année. Et donc ça, c'est pour vous dire que ça, c'est vraiment un succès énorme. Et ce modèle peut être reproduit partout. Le fait qu'il y a 20 millions de voyageurs du nord vers le sud fait que la plupart des efforts sont faits plus pour protéger le voyageur que pour protéger l'Africain. C'est probablement pas un hasard que sur 5 voies vaccinales, celle qui reçoit le plus de sous, c'est celle qui vise le voyageur. Un voyageur privilégié étant d'abord les troupes en mission, ensuite les touristes parce qu'ils peuvent payer, et ensuite les businessmen parce qu'ils peuvent payer également. Mais les échanges nord-sud augmentant, on est de plus en plus obligé d'être concerné par le paludisme. La maladie profite actuellement d'un salutaire coup de projecteur médiatique. Une accélération des moyens de lutte semble réellement accompagner ce début de prise de conscience, lié cependant à nos propres inquiétudes.